Je vais faire une présentation d'introduction générale un petit peu sur les variations bouteille à bouteille, essayer de définir vraiment de quoi on parle, comme ça quand on ira voir les orateurs les uns après les autres, on aura toujours cette ligne conductrice à l'esprit. Donc si on démarre peut-être avec un petit peu de provocation, la variation bouteille à bouteille, finalement, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment sur le marché? Est-ce que c'est limité aux bouteilles qui ont 10 ans, 15 ans, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se créer plus tôt dans la vie d'un vin, dans les 6 premiers mois, dans la première année, dans les premiers 18 mois, etc. Est-ce que ces variations, finalement, on peut s'en accommoder, ça va bien, finalement, ça ne représente pas un vrai problème, ça fait partie de la magie du vin, si on peut encore parler comme ça? Ou est-ce que ça peut créer des soucis par rapport à la fidélité, à la loyauté des clients, par rapport à une marque, par rapport à un domaine, etc. Et puis, finalement, est-ce qu'on en comprend toutes les causes? Et si on en comprend les causes, ou du moins si on arrive à les identifier, est-ce qu'on peut les corriger? Donc on va essayer de regarder un petit peu ceci. Et pour illustrer le discours, je vais me baser sur finalement deux études que nous avons réalisées, qui portent sur des prélèvements de bouteilles directement là c'est 2 fois dans des supermarchés, ça aurait pu être ailleurs, mais bon, on a acheté des vins, donc ils sont sur le marché ces vins-là, et on commence par la fin, quoi. On va regarder un petit peu l'état des lieux, les cartes d'identité des vins qu'on a sur le marché, et voir si finalement on a des variations. Est-ce que c'est dû au bouchon? Est-ce que c'est dû aux bouteilles? À quoi c'est dû? Donc on a fait un peu des analyses à tout va, et je vais vous montrer donc ces 2 études. On va les séparer, puisqu'il y a certaines sources qui sont un petit peu différentes, les sources de variation d'une étude à l'autre, puis après on peut remettre tout ça ensemble et continuer à en discuter. Alors, on va commencer par l'étude qui a porté sur les bouchons cylindriques. Donc là, on s'est focalisé sur des vins blancs. On est parti 25 vins blancs qu'on a achetés en grande surface. Là, la gamme de prix, c'était entre 4 et 7 euros. Donc tous les vins étaient du même millésime. C'était des vins du millésime 2011 et les analyses ont été réalisées en 2013. Donc ça fait, c'était pas cette année, c'était l'année dernière qu'on a réalisé ça. Et on a à chaque fois acheté 10 bouteilles pour chaque vin. D'accord ? Donc on a analysé pas mal de choses, on va focaliser ici sur les résultats qu'on a sur le SO2 libre. Donc si on regarde ce chart, vous avez le SO2 libre ici, vous avez le numéro des lots de bouteilles, okay, et vous avez les valeurs que vous avez pour les 10 bouteilles, ce sont les petits carrés que vous avez ici, là, chaque fois. Donc ça, c'est chaque fois des bouteilles. Okay. Donc vous voyez l'étendue qu'il peut y avoir de la mesure du SO2 libre d'une bouteille à l'autre. D'accord ? Donc on a fait ça dans notre laboratoire, on est équipé d'un FOS, Fiastar. On considère que entre 3-4 mg par litre de différence entre 2 valeurs, on considère, nous, que ça peut encore être dû à l'erreur analytique. D'accord ? Donc on a décidé que ce qu'on considérait comme étant une variation, c'est quelque chose qui s'affiche au-delà de 4 mg. Donc quand on regarde ça, on voit qu'il y a 2 vins qui sont à plus de 10 mg de différence en SO2 libre dans les bouteilles, qu'il y en a un qui est à 8,5, qu'il y en a 7 qui sont entre 4 et 7. Si on somme tout ça, on arrive à 40% des lots qu'on a prélevés qui montrent une variation en termes de SO2. D'accord ? Donc ce qui est pas peu, 40%. Qu'est-ce qui peut expliquer ces différences de SO2 ? Bon, SO2, on va le lier directement avec le caractère oxydation des vins, avec les sources possibles qui peuvent, d'oxygène qui peuvent arriver dans les bouteilles. Donc on en a 3 sources qui sont bien identifiées. Il y a l'oxygène dissous, il y a l'oxygène de l'espace de tête, et puis il y a l'oxygène qui va provenir du bouchon, alors que ce soit de l'oxygène qui est déjà contenu dans le cylindre ou de l'oxygène qui va passer au travers du bouchon, donc en perméabilité pure. D'accord ? Donc on a essayé de reclasser ensuite les différentes bouteilles par famille de bouchons, pour voir si c'était les bouchons qui pouvaient être éventuellement le facteur impactant. Donc on a mis tous les naturels ici, les colmatés, les micro-agglos, les nomas, les injectés. Donc on voit clairement qu'il y a 2 familles qui se comportent moins bien que les autres en termes de variabilité. Sur le SO2 libre, sont les injectés moulés et les naturels. Les autres ont des comportements plus réguliers, avec des variations bouteille à bouteille un peu moins. Donc on voit bien déjà qu'il peut y avoir une influence du choix de l'obturateur par rapport à la variabilité bouteille à bouteille. Si on continue, on essaie de relier ça à des analyses que nous réalisons au niveau du laboratoire, qui permet, on prélève des échantillons de bouchons un petit peu partout dans le marché, et on mesure les perméabilités et ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut délivrer comme oxygène dans une bouteille. Là, on exprime les unités en milligrammes d'oxygène au bout de 2 ans. D'accord ?
Donc on voit là que de nouveau on a, en fonction des familles, donc ça c'est les Select, ce sont les bouchons Nomacork Select Series, on a des naturels, on a des micro-agglos, etc. Donc on voit bien chaque fois vous avez la barre rouge qui est la moyenne et l'histogramme gris qui donne en fait la variation du minimum au maximum. Donc on voit que c'est bien en accord finalement ce qu'on observe en termes de variation de SO2, c'est bien en accord avec des performances ou des homogénéités bouchon à bouchon que l'on peut mesurer sur les bouchons eux-mêmes. Donc il y a un lien assez logique ici. Ce lien, je veux juste m'affranchir d'un fait, c'est pas pour critiquer le fait qu'on dit les naturels varient plus que les autres, etc. Les liégeurs eux-mêmes ont publié récemment une étude sur 600 bouchons naturels où ils montrent qu'il y a une variabilité énorme, parce que vous voyez, il y a des bouchons qui peuvent délivrer autant d'oxygène là sur 360 jours et d'autres qui peuvent en délivrer autant. Et donc on voit bien que cette variabilité, elle est reconnue même par les liégeurs. Donc c'est pas pour être mauvaise langue, c'est juste une observation et ça reflète bien les performances de ces bouchons. Alors ce qu'on a voulu faire nous quand même, c'était s'assurer, ça c'est quelque chose qu'on avait fait un petit peu avant, mais on voulait s'assurer que la variabilité que l'on mesure entre bouchons peut être vraiment responsable d'une variabilité bouteille à bouteille. Donc là, on avait travaillé au Chili sur un Carmener, et où on avait mis deux types de Select et un type de bouchon naturel. Et vous avez le SO2 qui est ploté. En fait, chaque point représente une bouteille. Et on voit bien que, comme on était là sur les lieux du crime, quand on a fait l'embouteillage, on a fait en sorte que l'embouteillage soit vraiment sous contrôle et que l'oxygène soit le même dans toutes les bouteilles. On a bien observé des variations de SO2 libre qui n'étaient dues au seul paramètre qui variait dans cette étude, qui était vraiment le bouchon d'une bouteille à l'autre. Donc là, on a une vraie preuve contrôlée que la différence qu'on peut mesurer en perméabilité d'un bouchon à l'autre peut avoir une incidence sur la variabilité bouteille à bouteille. Alors, je reviens à l'étude sur nos 25-20. On a montré une variabilité au niveau analytique. On pourrait se dire, à la limite, petite variation sur le SO2, c'est pas très grave si au final les vins sont les mêmes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé aussi en analyse sensorielle. Donc on a dégusté les mêmes bouteilles que celles pour lesquelles on a fait les analyses. Parce que si on a de la variabilité et qu'on analyse d'autres bouteilles et qu'on achète le jour d'après, on ne sait pas ce qu'on regarde. Donc là, on est forcé de faire les analyses sensorielles sur les mêmes bouteilles sur lesquelles on a performé les analyses physico-chimiques. Donc pour ça, on s'organise en interne. Nous, on est localisé, l'équipe œnologie de Nomacork est localisée à Rodillan, au sein de l'Institut français de la vigne et du vin. Et on a nos collègues de l'IFV et nous-mêmes, on a construit un petit jury de dégustation et ça nous permet donc, on annonce à l'avance, attention, aujourd'hui, on risque d'avoir des analyses. Et quand on voit les différences, on analyse. Donc toutes les bouteilles, toutes les séries ou les lots pour lesquels il y a eu plus de 4 mg par litre d'écart en SO2 libre, on déclenche une analyse sensorielle. Et on va comparer le minimum et le maximum, les deux extrêmes de ces lots. Et on demande aux gens, est-ce que finalement vous voyez des vins comme étant les mêmes ou est-ce que vous voyez ces vins comme étant différents? Alors je reviens sur ce petit schéma qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, vous voyez que là où j'ai mis des flèches, ce sont 6 lots de vins où les gens ont jugé que que les vins qu'on leur avait présentés étaient différents. Donc ça, on revient maintenant, si on refait les stats, on est à 24% des lots prélevés qui montrent une différence sensorielle. Donc il y en avait 40% qui montraient une variabilité analytique, mais il y en a 24 qui montrent une variabilité sensorielle. Donc il y a un vrai impact. Tout à l'heure, je posais une des questions au départ. Est-ce que ça pose un problème? Ça ne poserait pas un problème si on s'arrêtait à la variation de SO2. Mais quand on commence à avoir des vins qui sont perçus comme étant carrément des vins différents, alors que c'est les mêmes lots et simplement avec des bouteilles qui varient, ça pose quand même un souci. On a donc réalisé une deuxième étude, parce qu'on s'est dit, voilà, les bouchons cylindriques, ok, qu'en est-il des capsules à vis? Est-ce que ça se comporte mieux ou est-ce qu'on a finalement les mêmes choses? Donc là, on avait 25-20, on avait 8 blancs, 8 rosés, 9 rouges, gamme de prix à peu près similaire à ce qu'on avait vu auparavant, on est entre 3 et 7 euros. Là, les vins étaient de différents millésimes. C'est encore pas très facile de trouver des vins capsules à vis en grande quantité sur les linéaires, au moins des supermarchés où on est allé. Donc déjà, c'était un peu un challenge aussi d'avoir des lots où on avait bien 10 bouteilles qui étaient présentes pour pouvoir les prélever. Et donc on a réalisé quelques analyses, taille du dégarni, mesure de l'oxygène total, SO2 libre, CO2, on a regardé les couleurs, et puis de l'analyse sensorielle, on a fait la même chose. Alors là, quand on regarde les variations de SO2, comme on a vu tout à l'heure,
on voit que finalement, il y a 9,20 sur 25 qui montrent des variations. Donc vous vous rappelez, au-delà de ces 4 mg par litre de différence de SO2 libre. Donc on se retrouve de nouveau dans des statistiques qui sont équivalentes à ce qu'on avait pour les bouchons cylindriques. Il y a 6,20 qui sont impactés au niveau sensoriel. Donc on est exactement dans les mêmes pourcentages. 24-25% des lots qu'on a prélevés présentent des différences sensorielles d'une bouteille à l'autre. Voilà. Par contre, il y a un vin qui est surprenant ici. Celui-là, vous voyez, le SO2, il part pratiquement de 0, il arrive à plus de 40. Et malgré ce, notre jury n'a pas vu de différence. Alors, je ne sais pas si on était tous enrhumés, si on avait tous la crève ce jour-là, ou si c'était le fait que c'était un vin qui était bien sucré. Je ne sais pas si tu te souviens combien il y avait de sucre résiduel, mais il y en avait quand même pas mal. Est-ce que ça a perturbé les gens et qui étaient un peu moins habitués à ça? Du coup, on a un peu moins noté les différences sensorielles. Mais ce résultat est un peu surprenant. On fait le lien qu'on a vu tout à l'heure par rapport à cette diminution ou évolution du SO2. Ça peut venir de quoi? Quand on pense capsule à vis, on imagine étanchéité. Bon, étanchéité, on sait que sur le marché, il y a au moins deux liners, deux types de joints. Il y a les Sarantine et il y a les Saranex. Donc ça, c'est une étude... Enfin, ça, c'est le récap des études qu'on a pu trouver dans la littérature qui mentionnent des perméabilités de liner. Donc on voit que vous avez tous les Sarantines, là, tous qui sont en étain, d'accord, où vous voyez la perméabilité est très faible. Il y a vraiment pratiquement rien qui passe. Donc là, ok, on se dirait, si c'est que l'effet du liner, on ne peut pas imaginer des différences de SO2 de bouteille à bouteille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand on travaille avec le Saranex. On voit que le Saranex, il peut y avoir des Saranex qui se comportent comme les Sarantines, c'est-à-dire virtuellement pas d'échange d'oxygène. Et ensuite, il y a des Saranex qui laissent passer de l'oxygène, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est surtout une augmentation de la variabilité d'un liner à l'autre. Donc il semble que la difficulté de mise en place ou d'utilisation des Saranex pose en fait, crée des entrées d'oxygène, mais aussi crée de la variabilité. Donc attention aux sources de variabilité dues à l'utilisation de joints Saranex. On a regardé aussi les variations de CO2. Et là, c'est aussi intéressant de... Alors, nous, on s'est mis comme limite que 200 mg par litre par rapport à ce qu'on a pu trouver dans la littérature. 200 mg par litre de différence en CO2 d'une bouteille à l'autre, c'est ce qu'un consommateur régulier peut arriver à palper. Les vins, ils ne sont pas tout à fait pareils en termes de CO2. Que ce soit au niveau de la fraîcheur, que ce soit au côté peut-être un peu... attaque en bouche ou même le côté perlant à la limite peut jouer. Donc là c'est pareil, vous voyez que finalement il y a des bouteilles où il y avait de la variabilité, il n'y avait pas forcément de différence, donc le CO2 n'a pas forcément expliqué les six choix ou les six résultats positifs en termes de variabilité au niveau sensoriel. Voilà. Mais là encore il y a quand même une grosse variabilité de bouteille à bouteille, et là c'est 8 bouteilles sur 25 de nouveau qui varient. Donc il y a aussi une autre source de variabilité ici. Donc on parle de gaz, attention à l'oxygène, mais attention aussi au CO2. Parce que là, il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau de ces bouteilles en termes de préservation ou conservation du CO2. On a aussi regardé la couleur. Alors là, comme c'était compliqué de mettre toutes les informations, et on verra tout à l'heure à l'atelier pour ceux qui viendront voir, on travaille en 3 coordonnées. Là, on en a mis 2 pour refaire une représentation en 2D. Le A et le B, grosso modo, vous pouvez imaginer le rouge par rapport au jaune, et ça c'est un seul lot, d'accord, avec les 10 bouteilles, vous voyez les 10 résultats qu'on a. Donc grosso modo, si on était méchant, on pourrait presque dire qu'il y a 10 bouteilles, 10 couleurs différentes. Mais bon, si déjà on regroupe un peu, il y a au moins 10 bouteilles, 3 couleurs distinctes. Et c'est sur le marché, hein, c'est pas des choses qu'on s'est amusé à modifier pour se faire plaisir. Donc il y a une vraie variabilité couleur aussi, qui peut venir du fait que le SO2 a bougé. Hein. Alors ensuite, on a regardé quelques aspects super simples. Donc 25 lots, on a pris des photos de ce qu'on a, une fois qu'on a enlevé les jupes. Bon, c'est quand même l'état du marché, donc je ne sais pas si vous voyez très bien ici, mais si vous voyez les 2 flèches, ça vous donne les niveaux de dégarni. Sur 6 lots sur 25, c'est les différences qu'on peut voir. Donc c'est clairement une non-maîtrise de l'embouteillage à ce niveau-là, puisqu'il n'y a vraiment même pas les mêmes quantités de liquide dans les bouteilles. Ça pose quand même un vrai souci. À partir de là, que peut-on dire de l'espace de tête, la façon dont il est géré en termes d'oxygène, etc. Encore une fois, hein, ce n'est pas pour se faire peur, c'est la réalité du marché. 6 lots prélevés sur 25, on voit ces différences de dégarni.
Ici, on va regarder un petit cas particulier, comment on a regardé les différentes analyses, essayer de voir comment on a lu. Donc, vous avez ici, en fait, les différents numéros de bouteilles. Vous avez vos 10 bouteilles ici. Vous regardez donc ici le TPO, donc c'est la quantité totale d'oxygène dans la bouteille qu'on a pu mesurer. Bon, normalement, une bouteille qui est sur le marché, on devrait mesurer virtuellement 0 oxygène. Okay, là, on voit bien qu'il y a une bouteille où il y a plus de 2 milligrammes d'oxygène dans la bouteille. Donc là, clairement, il y a une fuite. Il y a de l'oxygène qui continue à rentrer dans la bouteille. Et on voit que cette bouteille-là a été impactée parce qu'elle est très très faible en SO2 libre et elle a perdu son CO2. Donc il y a une fuite. Et là, il y a clairement un manque d'étanchéité de cette capsule. Il y a autant d'oxygène qui rentre que de CO2 qui sort. Et cette bouteille, elle a vraiment chargé, quoi, hein, il n'y a pas d'autre terme. Alors, quand on regarde de plus près, c'est pas non plus surprenant. Là, c'est pareil, désolé pour la luminosité, mais ici, vous devriez voir des impacts assez prononcés sur la capsule. Donc, il y a clairement un problème là. On pense que c'est à la mise, que ça a dû se faire. Et quand on a ouvert les jupes et qu'on a regardé à l'intérieur des jupes, vous voyez des pots de vin séchés. On les devine même ici un petit peu au niveau de la bague. C'est sale ici également. Donc là, il y a clairement eu carrément des fuites de liquide aussi, quoi. D'accord ? Donc celui-là, c'était assez facile de trouver la cause. Un autre cas qui était intéressant, c'était des bouteilles qu'on a achetées où elles étaient toutes en surpression. Alors ça, c'est un peu... Enfin, toutes en surpression, sauf celles qui avaient perdu du vin, où la pression était un peu plus tombée. Donc il y avait eu des fuites qui avaient été, notre interprétation, qui résultent en fait d'une pression. En fait, quand on a regardé un petit peu comment ces gens travaillaient, ils travaillent en inertage à l'azote liquide, et il y a très certainement un sertissage trop près de l'inertage avec l'azote. Donc en fait, on a créé une surpression dans ces bouteilles qui a continué, en fait, l'azote continue à se sublimer, on ferme trop tôt, on crée de la pression, et après les joints ne sont pas capables de tenir cette pression-là, puisque vous devez savoir que c'est un des tests qui est mis en œuvre pour savoir si les joints sont bien appliqués, c'est de faire augmenter la pression à l'intérieur d'une bouteille pour voir si on a des fuites sur les bouteilles qui sont bouchées capsule à vis. Donc là, c'est sûrement un problème de gestion de l'inertage qui résulte en une fuite par la suite. Alors si on regarde les résultats finalement de cette étude sur les capsules à vis, donc sur les 25 bouteilles, il y en a 9 qui montraient de l'hétérogénéité bouteille à bouteille. Il y en a 67 en fait qui sont dus à des dates différentes de mise en bouteille. Donc on voit des lots qui ont une semaine d'écart ou des fois un peu plus ou quelques jours, etc. Et d'un jour à l'autre, c'est pas les mêmes vins. Alors après, on ne sait pas si c'est délibérément pas les mêmes lots, mais en tout cas, c'est utilisé sous les mêmes noms d'étiquettes, de marques, etc. Donc c'est censé être le même. Et le consommateur qui va acheter ces bouteilles, il a toutes les bouteilles les unes à côté des autres, quoi. Et lui, il ne va pas regarder les numéros de l'eau, quoi. C'est clair et net. Donc pour le consommateur, c'est une hétérogénéité de l'eau. Il y a 22% qui sont dus à des fuites, et il y a 11% qui sont dus à d'autres phénomènes qu'on n'a pas su identifier là de façon simple par rapport aux informations qu'on avait. En parlant d'autres phénomènes qui peuvent influencer, je voulais ici, juste pour pas qu'on les oublie, parler de l'influence des bouteilles. Quand on parle de bouchons cylindriques, bon, c'est important d'avoir des bouteilles qui soient régulières en termes de profil interne, des cols. Bon, ça c'est important, mais après il ne faut pas perdre de vue que quand on travaille en capsule à vis, il y a tout un tas d'informations qui sont vachement importantes, que ce soit sur la bague, le buvant, le filet, la cote Y, j'en passe, l'angle ici pour garantir une bonne étanchéité. Donc c'est très très technique même pour la capsule à vis. Et la bouteille a sa part de responsabilité sur le fait que ça marche ou que ça ne marche pas bien. Quelque chose dont on n'a pas parlé ici, c'est la déviation organoleptique. Donc je pense que je peux aller jusque là. Parce que quand on parle de déviation organoleptique, on pense forcément au défaut. Un défaut évident. Voilà, cette bouteille elle est bouchonnée. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on a fait ici, c'est aux États-Unis. On a prélevé un vin blanc qui était bouché avec un 1+1, des bouchons 1+1 qui sont sur le marché. Et en fait, on en a prélevé 30 bouteilles. Et on a fait des analyses de TCA. En fait, quand vous regardez les analyses de TCA ou que vous faites une analyse en sensoriel, il n'y a aucune qui est bouchonnée. D'accord ? Pour toutes les bouteilles, on est en dessous de 2. Par contre, vous avez cette espèce de bruit de fond. Sur 43% des bouteilles, il y a du TCA détectable. Et dans la littérature, il est bien connu, c'est maintenant bien répertorié, que le TCA, il a un seuil de perception, à partir duquel on dit ça c'est
un goût de bouchon, mais en deçà, il va jouer un rôle de masqueur de certains arômes. Et donc, une bouteille qui a 2 et une bouteille qui a moins de 0,5, eh bien, vous allez avoir une différence de l'expression du fruité. Donc ça joue aussi sur de l'hétérogénéité bouteille à bouteille. On ne l'a pas vu sur cette étude, mais ça c'est quelque chose qu'on a fait par ailleurs quand on a travaillé sur le marché américain avec notre société. Alors, à titre de conclusion, on a vu aujourd'hui que finalement la variabilité bouteille à bouteille, ben, c'est pas un mythe, c'est une réalité. On n'est pas obligé d'attendre 20 ans pour avoir des problèmes qui se matérialisent dans les bouteilles. Les vins qu'on a utilisés sont des vins qui sont censés être bu dans les 2 ans maximum, et pourtant les problèmes sont là. Il y a la performance des obturateurs qui doit être prise en compte en termes de sources de variation, que ce soit la perméabilité, que ce soit au niveau des fuites, que ce soit dans la façon dont on les utilise, d'avoir suffisamment de technicité pour faire un bon bouchage ou un bon capsulage. La qualité des bouteilles, qu'il ne faut pas négliger, il faut bien rester comme il faut, parce qu'une perméabilité d'un système de bouchage ne vaut que si la bouteille est capable de permettre une bonne adéquation. Voilà. Maîtrise de la mise en bouteille, donc on l'a vu que ça peut venir de la préparation des vins. Vous vous rappelez, dans le cas des capsules à vis, c'est clairement des lots qui sont différents. Est-ce que c'est simplement des doses de sulfitage qui sont différentes d'un lot à l'autre? Niveau de remplissage, c'est presque au niveau, je dirais, mécanique de la chose. Déviation sensorielle, que ce soit un défaut avéré ou que ce soit un bruit de fond de molécules qui peuvent être gênantes. Et quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé en détail dans cette présentation, c'est la gestion de l'oxygène à la mise en bouteille. Donc ça, c'est ce que va nous présenter Jean-Baptiste Dieval, et qui va regarder d'où peuvent venir les sources d'oxygène dans l'espace de tête et l'oxygène dissous au moment de l'embouteillage.